impeccable. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est répondre à la question comment trouver le bon acquéreur. Depuis 21 ans que je vends des entreprises, vendre une entreprise, c'est entre autres trouver un bon acquéreur. Alors, c'est pas seulement ça. Souvent, les dirigeants d'entreprise pensent qu'une fois qu'ils ont trouvé le bon acquéreur ou qu'ils ont trouvé un acquéreur, ils ont fini la mission. Nous, dans notre méthodologie, on considère que trouver le bon acquéreur, c'est à peine 10% du travail. Trouver le bon acquéreur, plus négocier avec l'acquéreur, c'est seulement 20% du travail. Mais juste trouver l'acquéreur, c'est 10% du travail. La négociation, c'est 10% supplémentaire. 80% du travail supplémentaire, c'est préparer la société de vendu, rédiger la documentation, organiser la data room, donner les business plans qu'il faut, etc. Il y a énormément d'étapes. On a listé plusieurs milliers d'étapes dans une session d'entreprise. Alors, trouver le bon acquéreur, c'est en fait à la fois facile et compliqué. Il y a plein de moyens pour trouver le bon acquéreur. Déjà, il faut savoir que la majorité des sociétés sont vendues à des membres de la famille du dirigeant actionnaire ou à des salariés de l'entreprise. C'est la majorité. Ce n'est pas une très grosse majorité, mais c'est plus que 50%. Dans les pays comme l'Allemagne ou l'Italie, c'est 70% qui sont vendus à des salariés ou des membres de la famille. En France, on va dire que c'est un peu plus que 50%. Donc, c'est une courte majorité, mais c'est quand même une majorité. Donc, ça veut dire que trouver le bon acquéreur, c'est déjà pas chercher très loin, c'est déjà chercher parmi les membres de la famille ou parmi les salariés. Et une fois qu'on a trouvé l'acquéreur, on a généralement que commencé le process. Parce que, par exemple, parfois on va dire le bon acquéreur, c'est mon fils, le bon acquéreur, c'est mon directeur. Une fois qu'on a dit ça, en général, on va dire oui, mais il n'a pas l'argent, il n'a pas les financements. Et on va aussi peut-être dire oui, mais il ne va pas être compétent, capable de diriger, développer, sécuriser l'entreprise. On va aussi peut-être dire oui, mais il n'a peut-être pas envie de prendre le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour un directeur ou un membre de la famille qui rachète une entreprise, non seulement il va s'endetter pour acheter l'entreprise, donc ça veut dire qu'il va devoir rembourser, et peut-être même mettre des garanties personnelles, mettre sa maison en caution. C'est un risque qu'on ne fait jamais prendre. Depuis 21 ans, je n'ai jamais fait prendre un risque à un repreneur, mais c'est ce que la banque va lui demander. Et en plus, il va prendre un risque de travailler jour et nuit, 15 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant des années pour essayer de bien gérer et développer l'entreprise. Et c'est aussi peut-être un risque que il divorce parce que il voit plus sa femme, et il y a du stress et il sent, voilà, ou il voit plus son mari, parce qu'évidemment, le dirigeant, le repreneur peut être une femme, ou voilà, il y a toutes les solutions combinaisons possibles. Yel, donc, j'ai fait un petit sondage. Il y a une association en France qui s'appelle CRA, Cédants et Repreneurs d'affaires. Régulièrement, le CRA forme des dirigeants de 40 à 60 ans pour les aider à reprendre une affaire. À un moment donné, le CRA m'a demandé de venir former leurs élèves de 40 à 60 ans, qui sont des anciens dirigeants d'entreprise, pour savoir à bien acheter une entreprise. Et pour bien préparer la formation, j'ai fait un petit sondage. J'ai contacté 10 personnes qui avaient suivi la formation ces 10 dernières années pour savoir si ils avaient acheté une entreprise, si ça s'était bien passé, ou est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui. Le résultat n'était pas fameux parce que sur ces 10 repreneurs d'affaires, alors là, on est sorti du contexte familial ou dirigeant de l'entreprise parce que c'est des personnes en général qui veulent faire des MBI, c'est-à-dire qui veulent racheter des entreprises dans lesquelles ils ne sont pas encore. On va y arriver juste après sur les autres possibilités d'achat d'entreprise. On est sur quelqu'un qui va acheter une autre entreprise dans laquelle il n'a jamais travaillé, c'est pas la société de sa famille. Eh bien, les résultats, c'est que sur les 10 sur lesquels j'ai eu des résultats, il y en a 3, ils n'ont jamais réussi à reprendre une affaire
et ils n'ont rien fait depuis, et puis ils sont peut-être à la retraite ou au chômage et il ne s'est rien passé. Il y en a 3, ils sont devenus entrepreneurs simplement, soit ils ont créé une start-up, soit ils sont devenus auto-entrepreneurs pour donner des conseils aux entreprises. Il y en a 3, ils ont acheté une entreprise, mais il n'y en avait aucun vraiment qui était très épanoui dans cette acquisition. Puis il y en a un, il avait acheté une entreprise tellement que ça s'est mal passé, qu'il s'est engueulé avec sa femme, qu'il avait accumulé des dettes, il s'est suicidé. Donc, la statistique, bon, 10 résultats, c'est pas un vrai agito, ça 1030 personnes, mais quand même, les statistiques sont pas fameuses. La reprise d'une entreprise, c'est pas facile. Donc, on a catégorisé déjà 3 types de repreneurs. Des salariés déjà existants dans l'entreprise, des directeurs, des membres de la famille, des personnes qui veulent acheter une autre entreprise voilà, qui vont rechercher sur le marché. Et puis après, il y a 2 autres types d'entreprises. C'est la croissance externe. C'est une entreprise qui achète son concurrent ou qui va acheter des parts de marché ou qui va acheter un fournisseur ou un client. Donc, la croissance externe. Et enfin, le fonds d'investissement LBO qui achète une entreprise. Alors, bien sûr que le LBO, il va s'appuyer sur un dirigeant. Alors, pour nommer les choses, soit c'est un dirigeant, il y a plusieurs types de dirigeants. Donc, soit c'est un dirigeant externe qui ne dirige pas encore l'entreprise, bah, c'est un MBI, Management by In, parce qu'il vient de l'extérieur, donc il va rentrer in dans l'entreprise. Management by Out, MBO, c'est-à-dire c'est le dirigeant actuel de l'entreprise qui va acheter l'entreprise qu'il dirige, mais il n'était pas actionnaire, il devient actionnaire. Management by Out, donc c'est un manager, simplement, on va l'aider à prendre du capital. OBO, Owner Buyout, c'est-à-dire c'est le dirigeant lui-même qui va faire une opération de cash out et qui va réinvestir une partie du cash out de l'argent qu'il a touché dans le holding de reprise. C'est-à-dire qu'il a non seulement vendu la société, mais en plus il est acheteur, donc il a le meilleur du monde. Il est à la fois vendeur dans l'entreprise, il touche beaucoup d'argent, il réinvestit, il devient donc actionnaire de la nouvelle entreprise. Rebelote, il va encore regagner de l'argent dans 4-5 ans quand il va revendre la société et en plus il va diriger l'entreprise si ça lui plaît. FBO, c'est une autre catégorie d'opérations, donc c'est Family Buyout, FBO. Donc là, ça veut dire que c'est un ou plusieurs membres de la famille qui rachètent l'entreprise. Alors ça peut être un MBO, FBO si le membre de la famille était déjà dirigeant, ou un OBO, FBO si c'est des membres de la famille plus le dirigeant lui-même qui rachète l'entreprise. Et puis parfois, on peut avoir un mix avec un MBI, FBO, MBO, s'il y a plusieurs personnes qui rachètent l'entreprise, un dirigeant de l'extérieur, un dirigeant de l'intérieur et un membre de la famille, on peut mélanger, ou un BIMBO, Buy-in Management Buyout, donc c'est le Buy-in Management Buyout, donc on mélange MBI et MBO. Donc il y a plusieurs catégories. On voit que ça devient sophistiqué. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, une fois qu'on a trouvé l'acheteur? Eh bien, il faut trouver les financements. Et là, il y a beaucoup de types de financements différents, envisageables, à commencer par le capital. Mais le capital, il peut venir de ces personnes qu'on vient d'évoquer. Ça peut venir des directeurs, du dirigeant, de l'ancien actionnaire, de membres de la famille. Ça peut venir également, on a dit, du fonds d'investissement, mais ça peut aussi venir de l'industriel. On a dit que ça pouvait être une croissance externe, mais cette croissance externe, elle peut se faire sous le cadre d'un LBO. L'avantage, c'est que le dirigeant va pouvoir également profiter de l'opération pour se reluer, c'est-à-dire monter au capital, bénéficier également de l'endettement bancaire. Et donc, généralement, les industriels ne sont pas très intéressés par cette opération parce qu'ils veulent profiter seuls de l'effet de levier bancaire. Mais moi, en tant que conseil souvent du vendeur, eh bien, je vais proposer cette solution. Ça va permettre de motiver le manager à investir parce que ça va lui permettre de bénéficier de l'effet de levier bancaire et donc ça va lui permettre, si par exemple la société vaut 10 millions d'euros, eh bien, si il y a 5 millions de capital et 5 millions d'euros de dette, si simplement demain on a remboursé les dettes au bout de 4 ans, eh bien, si la société vaut toujours 10 millions d'euros, la valeur de la société n'a pas changé. Elle valait 10 millions d'euros aujourd'hui, elle vaut toujours 10 millions dans 4 ans. Mais comme il n'y a plus de dette, eh bien, la valeur du capital a doublé. Ce qui valait 5 millions vaut 10 millions. Donc, si l'investisseur, dirigeant, a mis
200 000 euros, eh bien, il a fait x2. S'il a mis 500 000 euros, il a fait x2. Auquel on va pouvoir ajouter un management package. Management package, c'est-à-dire que le dirigeant, on va lui dire, comme c'est toi qui travailles et que tu n'as pas une grosse part du capital, eh bien, si on atteint des objectifs très intéressants, c'est-à-dire qu'on va plus que doubler la valeur du capital, eh bien, on va t'en donner une part plus importante. C'est-à-dire qu'on va te donner, par exemple, on a fait une opération récemment, l'investisseur a dit, si on fait x3, si on fait plus de 100% de rendement, eh bien, on te reverse 30% du gain excédentaire qu'on a fait au-delà des 30%. C'est-à-dire que l'investisseur qui avait peut-être 3% du capital va se retrouver avec 5% du capital parce que c'est lui le dirigeant et il a fait un super résultat. Donc, il y a différents types de financement qui vont s'ajouter au capital et à la dette. On va mettre des obligations convertibles, la dette mezzanine, la dette privée. Plus on descend, plus le coût du capital annuel, ça c'est un coût annuel moyen, va baisser. On va pouvoir ajouter au financement à facturage leasing, prêt participatif de relance. Alors, il faut se dépêcher parce que c'est jusqu'au 31 décembre 2023. Contrat participatif BPI France, transmission, contrat participatif export croissance, des dettes bancaires. Hein, on est sur du classique, sur 7 ans, mais dans certains cas sur 8 ou 10 ans. Le crédit vendeur, le complément de prix font également partie du financement, des avances remboursables et des subventions. Et c'est la somme de tous ces financements qui vont donner le prix. Et quand on parle de trouver le bon acquéreur, en fait, c'est assez complexe et multiple parce que peut-être qu'on a un acquéreur qui est un repreneur, qui va diriger l'entreprise demain, mais qui va mettre seulement 3% du capital, qui va être complété par l'ancien dirigeant qui va mettre 40% du capital, un fonds d'investissement qui va mettre 50% du capital, un concurrent qu'on a envie de faire entrer au capital, on va lui permettre d'investir 5%, et des obligations convertibles, de la facturage, BPI France, des dettes bancaires. Et si on a 5 millions d'euros à chaque ligne, 5 millions de capital, 5 millions d'obligations, 5 millions de leasing, 5 millions de prêts participatifs, BPI France, 5 millions de dettes bancaires, 5 millions de compléments de prix, eh bien, on a une valeur de 60 millions. On a une valeur de 6 x 5, 30 millions. Donc, on a des sociétés qui vaut 30 millions, mais le capital, c'est seulement 5 millions, seulement 5 millions de dettes bancaires, et donc le reste, c'est d'autres types de financement. Et donc, qui est l'acquéreur dans tout ça? Le dirigeant qui a mis 3% de 5 millions, il a mis 150 000 euros sur 30 millions. Est-ce que c'est lui l'acquéreur? Est-ce que c'est le fonds d'investissement l'acquéreur qui est certes majoritaire avec 51%? Est-ce que c'est BPI France qui a mis plus d'argent que le fonds d'investissement? Donc, voilà. La majorité de mes opérations depuis 20 ans maintenant, ce sont des opérations complexes dans lesquelles l'acquéreur est multiple. Et on va le mettre en concurrence quand on est conseil du vendeur avec d'autres acquéreurs. S'il y a des acquéreurs évidents, typiquement le dirigeant actuel, il faut l'aider à acheter l'entreprise parce que c'est lui qui connaît les salariés, les clients, l'organisation, eh bien, on va avoir un acquéreur qui va s'associer avec un fonds d'investissement ou qui va aller chercher des dettes bancaires. Et pareil, si c'est un membre de la famille. Maintenant, il faut faire attention. Trop souvent, si on reprend des membres de la famille, trop souvent, j'ai des dirigeants qui me disent, moi, je veux vendre ma société à mon fils. Et quand je vais discuter avec le fils, ben, je ne le sens pas très motivé. Et quand on creuse, on s'aperçoit que lui, il est artiste ou il a un métier, il est carrossier, il est boulanger et il n'a pas envie, ou peut-être même il est dirigeant d'une société du CAC 40, il n'a pas envie de mettre tous ces risques sur ses épaules. On a dit tout à l'heure, reprendre une société, c'est s'endetter, c'est mettre en caution peut-être sa maison, c'est peut-être, si ça marche pas bien, tout perdre, ne pas avoir de chômage, ne pas avoir de retraite, perdre sa famille, etc. Donc, c'est risqué. Et donc, très souvent, j'ai des dirigeants, des membres de la famille qui veulent pas, surtout pas reprendre les sociétés familiales. J'ai aussi l'inverse. J'ai eu le cas où c'est un cas réel, hein, je peux vous le citer, la société Utile Agréable à Paris. À l'époque, j'ai un mandat de vente exclusif. En 2 semaines, je trouve un acheteur. Il paye beaucoup plus que le prix souhaité par le vendeur. En plus, il rajoute les frais, les honoraires entreprise et décision. Et donc,
mon client, le dirigeant, il m'avait dit clairement, non, mon fils veut pas reprendre, il est directeur d'une grosse boîte, ma fille veut pas reprendre, elle a fait des études, bac+5, elle dirige une grosse entreprise, et il va quand même voir ses enfants le week-end, voilà, mes enfants, mes chéris, voici le dossier de présentation fait par Entreprise et Décision, et l'offre d'acquisition. Donc, je vous informe que je vends la société et on va partager en 4 le fruit de cette vente. Un quart pour votre mère, un quart pour moi, un quart pour chacun d'entre vous. Et là, les enfants commencent à lire le dossier de présentation sur papier glacé que j'avais rédigé, avec les belles couleurs, les beaux graphiques qui expliquaient que l'activité de service de nettoyage avec des centaines de salariés qui sont payés la moitié du SMIC, pourquoi la moitié du SMIC sont payés au SMIC horaire, mais en moyenne, ils sont embauchés à 17 heures par semaine, eh bien, finalement, ça leur donne envie parce qu'ils disent, mais elle est géniale ton entreprise. Puisque là, ils avaient vu que le côté négatif parce que leur père, il disait, voilà, j'ai des emmerdes, j'ai des problèmes avec tel et tel salarié. Mais finalement, en regardant le document, en se disant que c'était que des contrats récurrents, que c'était très rentable et que finalement, ils pouvaient faire un LBO tel qu'il était rédigé dans le dossier et que c'était très facile d'obtenir de la dette, eh bien finalement, c'est la fille qui a repris la société et elle a multiplié par 20 le chiffre d'affaires et la rentabilité depuis parce que on l'a aidé à acheter des entreprises, à se développer. Donc, elle a fait plus qu'une très bonne affaire. Elle a multiplié par 20 le chiffre d'affaires, la rentabilité, mais elle a multiplié par 40 la valorisation. Mais parfois, c'est pas du tout des cadeaux. Donc, je dis pas qu'il faut le faire. Donc là, voilà un petit slide pour vous rappeler que l'acheteur, c'est pas seulement la personne qui achète, c'est aussi tout cet environnement. Donc, il faut trouver là où les bonnes personnes, c'est important, mais aussi l'argent. L'argent, on peut aussi le décomposer. Et ensuite, il faut aussi trouver les autres actionnaires et puis trouver le management. Parce que parfois, il faut un dirigeant, oui, mais peut-être que le dirigeant, il a besoin d'être complété. Récemment, on a vendu une société. Le dirigeant qui était commercial, il voulait acheter la boîte. Mais à ce moment-là, comme le dirigeant actionnaire s'en allait, il fallait retrouver un autre commercial et trouver un DAF pour remplacer le dirigeant qui partait. Donc, c'est pas facile. Il fallait trouver de l'argent. Il fallait aussi trouver ces personnes complémentaires. Si jamais on a trouvé l'acheteur et qu'il manque de l'argent, on peut faire appel au fonds d'investissement. Et on peut faire appel aux banques et aux fonds de dette privés. On a en France le plus grand nombre de fonds d'investissement et le plus grand montant de capitaux investis dans les PME au monde, en pourcentage du PIB, en pourcentage par entreprise, etc. On est très nettement supérieur aux États-Unis, en Angleterre, à l'Italie, à l'Allemagne, etc. Donc, on a une chance extraordinaire. On est le pays le plus capitaliste au monde en termes de LBO et de fonds d'investissement de capital, transmission et capital LBO et capital développement. Alors, évidemment, certains vont crier, mais non, pas du tout. On n'est pas les leaders au monde en capital innovation, en capital site capital, etc. J'ai pas dit ça. Hein. Voilà, c'est pas mon métier, la création d'entreprise, la start-up. Là-dessus, je sais qu'il y a des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, qui sont bien en avance par rapport à nous, même si on rattrape notre retard. Donc là, en capital, LBO, capital transmission, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui gagnent déjà plusieurs millions d'euros par an et qui ne sont pas en croissance supérieure à 30% par an. Donc là, on rentre dans la case capital développement, capital LBO. Eh bien, vous avez ces fonds d'investissement. J'en ai pas mis beaucoup, là, on n'en a qu'une soixantaine. On a fait des opérations avec 500 fonds d'investissement différents en France. Donc, si jamais demain, un acheteur cherche de l'argent, qu'il soit personne physique ou entreprise, eh bien, il a que l'embarras du choix. Et donc, comme il va chercher un certain montant de capital, il y a des fonds d'investissement qui investissent que entre 2 et 5 millions de capital. D'autres qui mettent que entre 50 et 500 millions d'euros de capital. D'autres qui n'investissent que dans le nord de la France, que dans le sud de la France. Certains investissent que dans l'industrie, d'autres que dans le BTP. Certains vont investir que dans des transmissions familiales, d'autres que dans les sociétés technologiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu de fonds d'investissement qui veulent investir dans des MBI. Alors ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le MBI, c'est hyper risqué. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du CRA. Les personnes physiques
qui veulent racheter une entreprise dans laquelle ils ne travaillent pas encore et qui sont encore dirigeants, c'est très risqué. Donc, le taux d'échec moyen des opérations de LBO sur les sociétés qui font au moins 1 million d'euros de rentabilité, on est sur 20% d'échec. Le taux d'échec est beaucoup plus élevé sur les entreprises qui font moins de 1 million d'euros de rentabilité. Moi, je suis plutôt spécialisé sur les sociétés qui font au moins 1 million de rentabilité. Sur les tous les LBO, on est sur 20% d'échec. Sur les MBI, on est sur 70% de taux d'échec. Pourquoi? Parce que le dirigeant vient de l'extérieur, il ne connaît pas la société, il ne connaît pas les clients, il ne connaît pas l'organisation. Même s'il gérait 10 milliards d'euros chez Total, même s'il dirigeait 500 personnes chez Renault, même s'il avait déjà dirigé par le passé une autre PME de la même taille, du même secteur, le taux d'échec est très élevé. Alors évidemment, le taux d'échec est moins élevé s'il avait déjà dirigé une société équivalente. Il vaut mieux d'abord diriger une société de 200 personnes avant d'en acheter une, parce que c'est pas pareil de diriger 200 personnes dans une société du CAC 40 que de diriger 200 personnes dans une PME. Quand on dirige 200 personnes ou même 20 000 personnes dans une société du CAC 40, on n'a pas du tout les mêmes responsabilités que si on est nous-mêmes seuls aux commandes, décisionnaires et à être responsable. Le fait qu'on soit associé à un fonds d'investissement, voire à d'autres personnes, n'est pas suffisant. Et donc, 95% des fonds d'investissement refusent catégoriquement de faire des MBI et ils vont préférer absolument trouver une façon de faire monter au capital des dirigeants existants, d'identifier ces dirigeants, de les faire progresser, de les former, de les coacher pour sécuriser l'opération. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement. Ensuite, on va compléter par des dettes, ici dettes privées. Donc, on a dit c'est des obligations convertibles, des dettes in fine, des dettes privées, des dettes obligataires. Et ensuite, on va compléter par tout simplement les banques. Des banques en France, il n'y en a pas beaucoup, hein, elles sont toutes là. D'ailleurs, il y en a une qui a disparu, hein. Le quiz, hein, le premier qui me dit laquelle en bas à droite, il a gagné, mais il n'y a plus beaucoup de banques. Et donc, il y a même encore 5 ans, on pouvait faire un dossier de financement pour acheter l'entreprise dans une agence ou dans un centre d'affaires à Paris, et on pouvait faire le même dossier dans une agence de banlieue à 10 km, et même un troisième dossier dans la même banque à 100 km. Maintenant, c'est plus possible parce qu'ils ont tout informatisé récemment, parce qu'il y a 5 ans, c'était pas informatisé, mais aujourd'hui, dès l'instant que vous demandez un financement dans une agence, et si vous allez voir une autre agence, ça va dire non, il y a un dossier qui est ouvert, c'est pas possible. Il y a 5 ans, j'ai fait un dossier, j'ai demandé 5 millions d'euros de dette bancaire à la BNP à Paris et 5 millions d'euros de dette bancaire à BNP à Lille. Les deux m'ont dit OK pour le financement. BNP Paris m'a dit avec plaisir, on vous demandera 250 000 euros de frais de dossier et un Euribor plus 2,8%. Et à Lille, ils m'ont dit avec plaisir, on vous demande 20 000 euros de frais de dossier et un Euribor plus 0,4%. Donc, on avait un écart de taux de 750 000 euros. J'ai préféré l'offre de Lille qui était 750 000 euros moins cher. Aujourd'hui, c'est a priori plus possible. À chaque fois que j'essaie de le faire, ils me disent non, vous avez déjà demandé un financement ailleurs. Donc, il faut faire attention à l'agence à qui on demande, parce que pourquoi l'agence de Lille était moins chère? Parce que derrière, ils vont garder le client, ils vont facturer des frais, ils vont entretenir leur clientèle locale, alors que l'agence de Paris, elle est spécialisée dans l'LBO et peut-être qu'on avait un taux de chance de réussite plus élevé, mais comme elle n'est pas gardé le client au quotidien, elle nous facturait la totalité de ses frais. Et en plus du coût du risque. Comment trouver l'acheteur? Une fois qu'on a bien préparé le terrain, eh bien, et qu'on n'a pas l'acheteur sous la main. Si on a l'acheteur sous la main, il faut l'aider, il faut le coacher. Il y a un Benoît Hamon qui a fait une loi pour aider la reprise d'entreprise en France, en disant qu'il y avait 700 000 entreprises qui allaient déposer le bilan parce que le dirigeant allait partir en retraite. Sauf que il a très mal fait les choses. Benoît Hamon, il a dit, dans ce cas-là, je vous oblige à proposer à vos salariés d'acheter l'entreprise. C'est une bonne idée au début. Sauf que
il aurait fallu non pas le faire sous ce type d'obligation, mais plutôt dire, voilà, s'il y a des personnes physiques qui sont intéressantes, intéressées au sein de l'entreprise, il faut les former, les coacher. Voici les budgets pour les aider à apprendre qu'est-ce que c'est la direction, la gestion d'entreprise, quels sont les risques, comment tenir les financements. Ça aurait marché. Moi, je lui ai dit à Benoît Hamon, à cause de vous, vous avez mis 50 salariés sur le carreau, parce que moi, j'avais un mandat de vente de Nestlé qui m'a donné à vendre Kézak, l'eau gazeuse, et on a été obligé d'informer les salariés, ils se sont mis en grève. Eh bien, la société Kézak, qui était déficitaire à ce moment-là, comme l'opération a été annulée à cause des salariés, eh bien, on a été obligé de licencier 50 salariés, et ceux qui sont restés, ils ont vu leur salaire baisser de 30% en moyenne. Voilà, merci Benoît Hamon. À l'inverse, si on avait pu former les salariés, si l'État avait proposé un budget pour aider des salariés à s'associer, à comprendre comment acheter une entreprise et gérer, augmenter la rentabilité demain, peut-être que des salariés, dans ce cas-là, auraient pu acheter l'entreprise. Donc, le coaching, la formation, c'est hyper important. Trouver l'acheteur, c'est pas suffisant. Il faut aussi que ça se passe très bien. Donc, il y a des experts comptables, des avocats, des coachs, des conseils, BPI France, plein d'associations qui sont capables d'aider des dirigeants à reprendre, quel que soit leur âge et la taille de l'entreprise, même surtout plus il y a de salariés, plus c'est compliqué. On peut passer des petites annonces pour rechercher les acheteurs. Donc, on va utiliser, il y a des sites internet, des médias, des réseaux professionnels, y compris pour des grosses entreprises. On peut utiliser même pour des grosses entreprises qui valent 50 millions d'euros, 200 millions d'euros. On peut aussi les contacter un par un, les acheteurs potentiels qu'on a listés, des industriels, des fonds d'investissement. On peut mettre les opportunités sur des réseaux spécialisés d'opportunités d'affaires M&A. M&A, ça veut dire Merger and Acquisition, fusion-acquisition. Soit elles sont franco-françaises, soit elles sont internationales, soit elles sont européennes. Et ça marche assez bien, de plus en plus. Et puis évidemment, il est toujours préférable de se faire accompagner, donc le vendeur soit accompagné par un conseil du vendeur et que l'acheteur soit accompagné par un conseil de l'acheteur. Et donc, quand on a une société à vendre, eh bien, pour trouver le bon acheteur, on peut aussi passer par un conseiller M&A acheteur qui va déjà avoir les clients qui sont spécialisés dans ce domaine d'activité. Alors, j'ai qui nous a envoyé un commentaire en disant que selon lui, le plus simple est de revendre à un concurrent ce qu'il a déjà fait 2 fois. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord et pas d'accord. Donc, moi, je réalise majoritairement des LBO. Donc, ça veut dire que je vends des sociétés à des sociétés qui sont pas du tout concurrents. C'est pas du tout par le plaisir. C'est simplement parce que en moyenne, ces offres, ces acheteurs étaient mieux disants. Et parfois, 2 fois plus disants, 3 fois plus, 3 fois mieux disants. J'ai plusieurs exemples récents ces derniers mois, ces dernières années, où, par exemple, là récemment, je pensais comme vous, je pensais comme vous, je pense toujours comme vous, où je me dis, c'est logique, c'est plus simple, le dirigeant s'en va, l'acheteur fait des économies d'échelle, c'est le concurrent, il y a des synergies, ensemble ils sont plus forts, ils détruisent un concurrent, donc ils deviennent encore plus solides, ils peuvent augmenter les tarifs et ensemble ils vont augmenter la valeur et donc le meilleur acheteur, c'est le concurrent. En plus, il connaît mieux l'affaire que lui. C'est vrai, en théorie. Donc, c'est ça que j'essaye à chaque fois que j'ai un nouveau dossier, je me dis, je suis pas là pour faire des LBO. C'est quand même bien de créer des ETI, d'aider les PME à devenir des ETI, d'aider les ETI à devenir des grandes entreprises. Aidons-les à grossir, faire du scale-up et donc du build-up, croissance externe. Bon, je les mets en compétition dual track. Dual track, ça veut dire qu'on met en compétition différents types d'acheteurs, industriels et fonds d'investissement. Et donc, récemment, j'ai un éditeur logiciel à vendre où je me dis naturellement, l'acheteur, c'est un éditeur logiciel. Et donc, on contacte tous les concurrents. Donc, les meilleurs concurrents proposent 7 millions d'euros, 5, 6, 7 millions 8. Bon, très bien. Je me dis, bon, on va contacter des fonds. Et là, les fonds, c'était une société qui faisait 15% de croissance par an. Donc, les acheteurs, ils disaient, voilà, nous, on n'est pas sûr qu'on va réussir à continuer à faire 15% de croissance par an. Et même, on est sûr qu'on va perdre des clients. Donc, au lieu de considérer que vous allez faire plus 50% sur les 3 prochaines années, on va considérer qu'on va perdre 20% des clients sur les 3 prochaines années. Donc, il y a un écart de 70%
entre plus 50 et moins 20. On va voir les fonds d'investissement et là, ils disent non, on n'est pas capable d'acheter entreprise parce que le dirigeant s'en va. Et c'est là que on a trouvé une solution dans laquelle on a dit, bah, écoutez, voilà, certes, le dirigeant s'en va, mais il est d'accord pour vous aider à développer l'entreprise à condition que ça ne lui prenne pas plus que 5 heures par semaine. Et il est prêt également à réinvestir 10% du prix pour vous montrer qu'il a confiance en vous. Et en plus, il a des managers dans l'entreprise qui vont être capables de développer l'entreprise. Et là, c'est pas 8 millions qu'on a obtenu comme prix, c'est pas 8 millions 5, c'est 10 millions d'acheteurs qui a proposé 11 et un autre 15. Et celui qui avait proposé 10, il a proposé 19. Et celui qui a proposé 15, il a acheté à plus que 20 millions d'euros la société. Donc, tout simplement parce que le meilleur acheteur a considéré que la croissance pourrait se maintenir à plus de 15% par an. Et l'écart, c'est pas 70% parce que l'acheteur s'est dit qu'il allait faire encore 15% de croissance par an pendant plusieurs années. Et en plus, il a bénéficié de l'effet de levier bancaire. Donc c'est oui et non. Aujourd'hui, il y a autant, je vous ai dit, on est leader mondial des fonds d'investissement, donc on a cette chance, faut l'utiliser. Les fonds d'investissement réalisent 50% des acquisitions d'entreprises de plus d'1 million d'euros de rentabilité. En France, hein, pour moi, c'est plus que 60%, mais en France, c'est 50%, c'est considérable. C'est principalement lié à de la mésinformation. C'est-à-dire ceux qui font pas d'opération avec des fonds, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les fonds. Et donc, ça veut dire que moi, je fais 60% avec des fonds. Celui qui connaît pas les fonds, il fait 0% avec les fonds. Donc, en général, comme on se dit, c'est plus simple, c'est plus logique de faire avec son concurrent. On fait avec son concurrent. Mais en moyenne, ça crée plus de valeur. Les valorisations d'entreprise par les fonds sont plus élevées. C'est 50% des opérations aujourd'hui, 60% pour moi et parfois même beaucoup plus pour ceux qui connaissent bien les fonds. Les fonds d'investissement par France Invest génèrent en moyenne 8% de croissance de chiffre d'affaires, 8% de croissance de valeur ajoutée, 8% de croissance de nombre de salariés par an. Ça, c'est la croissance moyenne des sociétés qui appartiennent à des fonds d'investissement. Et donc, c'est beaucoup plus que la moyenne française qui est de 1% de croissance de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et de salariés. Donc, les fonds en moyenne créent plus de valeur. Oui, vous allez dire pas du tout, c'est faux. Ils créent plus de valeur parce que ce sont des sociétés qui déjà étaient plus dynamiques que les autres lors des acquisitions. Bon, un peu compliqué d'affiner cette statistique, mais en tout cas, moi, quand je mets en compétition plusieurs acheteurs, eh bien, celui qui gagne au final, c'est plus souvent le fonds. Et en plus, parfois, je dis à mes clients, mais pourquoi vous avez préféré vendre à l'industriel? Et ils me répondent, ah oui, j'ai rien compris à votre effet de levier bancaire. Donc, c'est encore de la mésinformation. Et là, je me dis, mince, Patrice, t'es nul. T'as fait 8 réunions de présentation, d'explication, 8 réunions en 4 mois pour expliquer à ton client c'est quoi un LBO. Et à la fin, il n'a rien compris. Bon, ok, j'ai échoué, mais je pensais que 8 réunions, c'était suffisant. Bon, finalement, il n'avait pas compris et j'aurais dû faire une 9e, 10e réunion pour être sûr qu'il a compris. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a préféré le concurrent a fait des erreurs et la société a déposé le bilan 3 ans plus tard. Alors, c'était une société qui faisait 30% de croissance et 1,5 million de rentabilité. Alors, j'ai une réponse de Lionel. Le dirigeant doit systématiquement rester dans la boîte au moins 1 an. Ça rassure la transition les employés managers. Très bonne présentation sur les temps. Mais les facteurs psychologiques sont très importants. Je suis 100%, 200% d'accord. Comment valoriser sa société? La rendre sexy. Effectivement, comment valoriser sa société, la rendre sexy? Donc, les facteurs psychologiques sont très importants. Moi, ça fait 20 ans, je pensais faire de la finance, mais je fais de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie. Évidemment, vendre une société, c'est vendre un bébé. Donc parfois, les dirigeants meurent avec leur société parce que ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et pourquoi ils n'arrivent pas à s'en détacher? C'est pas seulement parce que c'est leur bébé ou leur doudou, c'est aussi parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de quitter leur entreprise. Et puis s'ils quittent leur entreprise, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'auront plus leur harem, ils n'auront plus leur personne qui les respecte. Ils risquent de se retrouver face à un environnement inconnu. Et donc,
voilà, parce que leurs femmes, ils n'ont pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an à leur côté. Leurs enfants, pareil, ils vont avoir d'autres responsabilités et ils vont pas savoir nécessairement comment utiliser l'argent, dépenser l'argent, profiter. Et puis malheureusement, il y a aussi des personnes qui, à cause de l'arrêt d'activité brutale, peuvent tomber malades, mourir, etc. Ça arrive souvent. Donc oui, c'est compliqué. Il faut faire attention à tous ces éléments. Pareil pour les repreneurs. J'ai dit que le repreneur, il fallait faire attention à lui et sa famille, lui le fils, lui la fille. Est-ce que tu es sûr que tu veux reprendre la société? Est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que tu as les capacités? Est-ce que tu es formé? Tout ça, c'est très, très, très important. Ensuite, concernant la durée d'accompagnement, 1 an, il n'y a pas de règle. Parfois, quelques mois suffisent largement. Tout dépend. Ça peut être quelques mois à temps plein, puis pendant plusieurs mois, voire des années à temps partiel. Ça peut être 1 jour par mois ou ça peut être seulement quand on a besoin du dirigeant. Parfois, c'est important, bien, de laisser l'entreprise autonome pour vérifier qu'ils sont très à l'aise et ensuite que le dirigeant revienne seulement 1, 2, 3 fois par mois pour vérifier qu'il n'y a pas de problème ou uniquement pour assurer la gestion des problèmes. Un salarié qui n'est pas content, un client, un prospect, etc. Donc, il n'y a pas de règle absolue. 6 à 12 mois, c'est bien. Est-ce que ça doit être à temps plein ou est-ce que c'est à temps partiel? Est-ce que c'est 3, 4, 5 jours par semaine? Ça peut être dégressif. Ça peut être 6 mois à temps plein. Après, on rajoute 3 mois. Tous les 3 mois, on arrête, on fait 1 jour de moins par semaine. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le dirigeant puisse parfois être impliqué dans l'avenir. Impliqué, donc il y a plusieurs façons d'être impliqué. On a dit capitalistiquement, il peut réinvestir dans le capital. Ça peut être également le complément de prix. Le complément de prix, c'est une partie du prix payée plus tard, à condition qu'on réalise certains objectifs. Ça peut être une augmentation du chiffre d'affaires, un maintien de certains clients, la réalisation de la signature d'un nouveau contrat, la rentabilité de l'année prochaine. Ça peut être pendant 3, 5, 10 ans. Ça peut être un crédit vendeur. C'est quoi un crédit vendeur? C'est une partie du prix. Le vendeur fait crédit. Et donc, c'est une partie qui est certaine que le vendeur touchera demain, moyennant un taux de rémunération, d'un taux d'intérêt. Alors, parfois, c'est pas aussi certain parce que l'acheteur, si demain il n'a pas l'argent, eh bien, c'est pas certain qu'il pourra payer. Et après, ça peut être aussi un adossement industriel. C'est que le dirigeant garde 20% du capital. Et l'acheteur, il achète 80% et dans 2, 3, 4 ans, il achète les 20% restant moyennant un prix calculable à l'avance. Alors, pour le vendeur, c'est pas du tout intéressant de faire ça parce que, comme on a dit, il ne bénéficie pas de l'effet de levier bancaire. On a dit tout à l'heure, la société vaut 10 millions d'euros. Dans 5 ans, le dirigeant a gardé 20%, il a donc 2 millions d'euros. Alors, s'il avait investi ces 2 millions d'euros dans le holding de reprise, que ce holding de reprise avait 5 millions d'euros de capital, 5 millions de dettes et que la société vaut toujours 10 millions d'euros, eh bien, les 5 millions de capital deviennent 10 et donc les 2 millions d'investis valent 4. Et donc, pour le vendeur, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il a bénéficié de cet effet de levier bancaire. L'effet de levier bancaire, c'est comme quand on achète un bien immobilier et donc on va acheter un bien immobilier, on apporte 200 000 euros, la banque prête 800 000 euros, eh bien, 20 ans plus tard, on a remboursé la dette et donc le bien vaut 1 million d'euros et les 200 000 valent 1 million. On a fait x5. Alors évidemment, beaucoup plus si le bien immobilier a augmenté, mais on fait simple, on dit que le prix n'a pas augmenté. Et là, c'est l'effet de levier, c'est pas x5, on est plutôt sur du x2 en moyenne dans l'entreprise. Alors parfois, c'est moins que x2, parfois c'est plus. Et parfois, comme je l'ai dit dans l'exemple tout à l'heure, c'est complexe. 5 millions de capital, 5 millions d'obligations, 5 millions de BPI France, 5 millions de dettes, 5 millions de compléments de prix. Donc, on est sur un effet de levier multiple. Donc, l'acheteur, il me surprend toujours. Ça veut dire que très souvent, les vendeurs, les dirigeants me disent à qui vous allez vendre ma boîte? Et ben moi, je leur dis, j'en sais rien. Alors, évidemment, j'en sais d'autant moins que je gagne en expérience. Il y a 20 ans, j'aurais certainement été beaucoup plus sûr de moi et j'aurais certainement dit, voilà, je pense que c'est lui et lui l'acheteur. Sauf que à force de me tromper,
et qu'il y a toujours un acheteur qui propose beaucoup mieux que ce que je pensais, un acheteur que je ne connaissais pas, dans la mesure où 70% des acheteurs, je ne les connais pas avant de commencer un process, alors même que j'ai déjà une base de données de 30 000 acheteurs, et alors même que 70% des acquéreurs me surprennent par leur prix, leur offre, leur budget, leur proposition de croissance, de développement, les synergies qu'ils vont envisager, eh bien, plus ça avance et plus on prépare nos dossiers et plus on est surpris par le résultat. Et donc, qui va être le bon acheteur? Si j'ai un seul conseil à vous donner, si vous êtes vendeur, eh bien, ou si vous êtes conseil du vendeur, eh bien, c'est surtout de ne pas avoir d'a priori et de ne pas fermer aucune porte. Il faut fermer aucune porte. Il faut laisser la porte entrouverte toujours. Il faut toujours bien gérer la confidentialité. Il ne faut pas donner d'informations confidentielles à n'importe qui. Moi, j'ai encore un dirigeant d'entreprise qui m'a dit, ça y est, j'ai envoyé un dossier à 5 banques d'affaires et ils ont signé un engagement de confidentialité. Et donc, tout va bien. Alors oui, bien sûr, c'est important de faire signer un engagement de confidentialité aux acheteurs, mais même à une banque d'affaires, mais même à un banquier, même à un avocat, même à… Voilà, moi, certains me disent, ah ben non, ça y est, moi, je suis banquier, je suis avocat, j'ai pas besoin de signer un engagement de confidentialité parce que la confidentialité fait partie de mon contrat de travail, fait partie de mon serment. C'est vrai qu'il fait partie de leur contrat de travail et de leur serment. Tant pis, tu signes l'engagement de confidentialité. Ensuite, c'est pas parce que la personne a signé un engagement de confidentialité qu'il faut lui donner toutes les informations. Et donc, pourquoi je vous donnais l'exemple de ce dirigeant d'entreprise? Parce que dans le dossier qu'il a envoyé aux banques d'affaires, qui ont signé un engagement de confidentialité, il a mis les noms des salariés, les noms de plusieurs clients, les rentabilités par salarié, par client, tout le process de sourcing, CRM, tous les secrets de fabrication pour sourcer les clients par Internet, la politique SEA, SEO, les mots-clés, etc. Et j'ai dit, mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous avez fait une grossière erreur. Je le connais bien. En fait, même je le tutoie. Donc, tu as fait une grossière erreur. Tu n'aurais jamais dû donner ces détails aux banques d'affaires parce que tu as donné des secrets de fabrication. Ils risquent de les utiliser pour communiquer ces informations à des acheteurs, même s'ils ont signé un engagement de confidentialité. L'acheteur n'a pas besoin d'avoir le nom du salarié. Il suffit juste de décrire le salarié. C'est très risqué de donner le nom du salarié et ensuite l'acheteur peut risquer de le débaucher. Ça arrive souvent. De donner les noms des clients. On peut donner d'un côté les noms des clients et d'un autre côté, on fait un tableau analytique en disant le client 1, 2, 3, 4, il est dans tel secteur d'activité, telle rentabilité, telle récurrence. Mais il ne faut pas dire quel est le client qui fait cette rentabilité. C'est risqué parce que l'acheteur va aller voir les clients, il peut ensuite, ou n'importe qui, essayer de débaucher les clients. Donc, il faut faire très attention à cette confidentialité. Donc, on fait la confidentialité, on fait un teaser, un NDA. Un teaser, c'est un document descriptif anonyme et on fait signer un engagement de confidentialité. On fait un dossier de présentation dans lequel on n'a pas besoin de donner ce type de détails. Et ensuite, on organise un appel d'offres compétitif. Et souvent, il ne faut pas s'arrêter à 3, 4, 5 acheteurs. Il faut, enfin moi en tout cas, je passe du temps pour trouver un acheteur numéro 8, 10, 12, 15, 20, 25, parfois 30, 40 acheteurs. Et on s'aperçoit parfois que le 41e acheteur va faire une offre 50% plus élevée que le meilleur de tous les autres acheteurs. Et quand on se dit qu'il suffit de travailler quelques heures de plus pour augmenter le prix de 50%, ben ça vaut le coup. Alors, bien sûr que 80% d'entre vous se disent, il raconte des conneries, de toute façon, c'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai que j'aurais n'importe qui m'aurait dit ça, j'aurais dit, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Bon, heureusement, j'ai Michael Levy, Iliad Samoun, Rachel, qui sont tellement de succès extraordinaires qu'on a eu. Et les succès extraordinaires, c'est pas un succès, deux succès, trois succès, c'est la majorité. Donc c'est à nouveau une majorité, donc majorité relative. Donc c'est plus de 50% des dossiers pour lesquels on a eu des prix finaux plus que 50% supérieurs au prix souhaité initialement ou à la valeur faite par l'expert comptable ou par rapport à la moyenne et la médiane des offres. Donc par des acheteurs qui sont hyper motivés, hyper intéressés, qui ont payé des avocats, des auditeurs pour faire des offres, eh bien, il y en a toujours un qui va proposer 50% de plus. C'est important, c'est énorme. Alors, oui. Il y a Lionel qui demande aussi, c'est une question intéressante pour tout le monde, comment ça se passe à l'international? Oui, l'international, très bien. C'est très intéressant. Et donc, nous, même sur des petites sociétés,
on cherche des contreparties internationales. Sur 80% de nos dossiers, on a des acheteurs internationaux. Et sur 80% de ces 80%, c'est-à-dire plus de 60% des dossiers, on a la majorité des candidats qui sont étrangers. C'est d'autant plus facile depuis le Covid parce que autrefois, un acheteur voulait absolument visiter l'entreprise. Aujourd'hui, l'acheteur international ou même l'acheteur français va accepter d'envisager d'étudier un dossier sans visiter l'entreprise. C'est très intéressant pour l'acheteur international parce que ça évite d'attendre 2 mois d'organiser un rendez-vous, mais c'est également très intéressant pour la confidentialité. Ça évite d'organiser 1, 2, 3, 4, 5 visites de l'entreprise. On fait une vidéo de présentation de l'entreprise, de l'équipe, donc ce qui fait que ça évite d'avoir besoin de se rendre dans l'entreprise. Et l'acheteur, il est très content d'avoir cette vidéo qui présente les salariés, les équipements, l'organisation. Donc on a dit que la majorité des candidats sont étrangers. Mais au final, les acheteurs étrangers ne représentent que 20% des acheteurs des entreprises que je vends. Donc bien sûr que les acheteurs étrangers représentent plus que 20% quand on monte en taille. Hein. Si vous faites des deals à plusieurs milliards, on a un taux d'acheteurs étrangers qui dépasse les 35%. Mais moi, malgré le fait que la grande majorité des candidats en nombre sont des candidats étrangers, malgré le fait que très souvent les dirigeants me disent allez me trouver un acheteur suisse, italien, allemand, japonais, turc, espagnol, portugais, américain, eh bien, même si le vendeur il est certain que l'acheteur sera étranger, nous, on va pousser à fond vers l'acheteur étranger, on va lui faire un dossier en anglais, on va lui répondre toutes ces questions, on va faire des EBITDA dans IFRS, on va lui faire des drones et des visites virtuelles, etc. On va lui organiser des réunions physiques quand c'est possible. Eh bien, malgré tout, il y a 20% des sociétés parmi les 80% dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est plutôt 15% du total, eh bien, qui au final débouclent sur un des acheteurs qui est étranger. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait rendre la société sexy. Alors, c'est vrai qu'on rend la société sexy, c'est important. Toutefois, souvent on dit, vous allez embellir la mariée. Alors, embellir la mariée ou rendre la société sexy, c'est pas lui mettre une mini-jupe ou lui mettre du maquillage et une jolie robe. Pourquoi? Parce que le lendemain, bon, c'est un peu sexiste, mais le lendemain, elle a perdu son maquillage, elle a plus la jolie robe ou la moche robe, hein, mais elle est redevenue normale. Nous, rendre une société sexy, c'est travailler de l'intérieur. Donc, effectivement, systématiquement, quand on a un mandat de vente, on va faire un diagnostic complet, détaillé du dirigeant de l'entreprise lui-même, de son management, c'est la base, mais également de ses contrats, de ses services, de ses salariés, de ses clients. Et donc, par exemple, on a une société qui fait 65% de son chiffre d'affaires avec Nestlé, c'était un gros risque. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs qui voulaient s'intéresser à ce dossier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a travaillé pendant plusieurs mois avec le client pour diversifier la clientèle et aller voir des dizaines et des dizaines de prospects ou de clients pour augmenter le chiffre d'affaires avec eux. Et au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'on a assigné que 3 clients qui ont augmenté chacun de 1% le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que Nestlé n'avait été dilué que de 65 à 63%. Donc, ce n'était pas suffisant. Donc, on a fait l'inverse. On est parti voir Nestlé avec le client. On lui a dit, est-ce que vous appréciez nos technologies? Est-ce que vous voulez nous donner plus de commandes? Et là, ils ont dit, nous, non, mais allez voir Nestlé Suisse, allez voir Nestlé Pologne, allez voir Nestlé Russie, allez voir Nestlé à l'étranger. Et Nestlé Suisse, Nestlé Russie, Nestlé Ukraine, Nestlé Pologne nous ont commandé beaucoup de machines. Et donc, on a multiplié le carnet de commandes par 4. Et on a eu un chiffre d'affaires qui a doublé en un an. Et donc, Nestlé est passé à 85%, mais Nestlé France a été dilué à 28%. Le chiffre d'affaires export a représenté quasiment 50% du chiffre d'affaires global. Et donc, le chiffre d'affaires export est passé de 0 à 50% du chiffre d'affaires. Et donc, on a rendu la société très attractive parce que c'est devenu une société en croissance, beaucoup plus rentable, internationale et plus solide, certes avec un poids de Nestlé plus important, mais dilué à l'international par des Nestlé qui s'appellent plus Nestlé France. Alors, on a fait ça pour un autre client, un éditeur logiciel. Il était resté en mode client-serveur. Eh bien, on a travaillé pendant plusieurs mois pour rendre la société
en mode SaaS. Vous allez me dire que c'est impossible de faire ça en quelques mois. Alors, si on l'a fait, il y avait un commercial qui vendait une solution en mode simili SaaS avec un écran interposé de serveurs basés à Paris. Et c'était la seule commerciale à réussir à le vendre et c'était seulement 1% du chiffre d'affaires. Au bout de 3 mois, on a réussi à former tous les commerciaux en Europe, aux États-Unis et en Asie à cette solution. Je ne me rappelle plus de la technologie. Et la majorité des nouveaux clients étaient désormais des clients qui signent en SaaS avec un abonnement récurrent mensuel, donc tous les avantages du SaaS. Et quand vous savez qu'une société SaaS vaut entre 5 et 10 fois le chiffre d'affaires, alors qu'un éditeur logiciel client-serveur, c'est entre 1 et 2 fois le chiffre d'affaires, eh bien, on a multiplié par 2,5 la valeur de l'entreprise. Donc, oui, on travaille sur l'entreprise, on prépare l'entreprise et bien sûr, d'abord sur le dirigeant, on essaie de comprendre pourquoi il veut vendre sa société, qu'est-ce qui peut apporter à la société demain et qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir dans cette opération. Et si la conclusion, c'est le mieux, c'est pas vendre, garder la société, recruter un DAF et faire plus de commercial pour vous dirigeants, eh bien, on lui donne ce conseil et on fait pas d'opération. On a perdu un client, mais on va pas, dès l'instant qu'on pense des choses, on donne les conseils et voilà, on n'a pas de filtre chez Entreprise et Décision. Parfois, c'est rendre la société, c'est pas nécessairement vendre la société.